Marcus Washington se tient immobile, entouré de 3 policiers blancs à l'air de repos, les poignets menottés fermement dans le dos, son précieux semi-remorque étant fouillé sans mandat. Il ne dit rien, le regard fixé au loin sur l'horizon, sans sourciller. Les policiers rient, inconscients du véhicule banalisé qui s'engage discrètement sur le parking derrière eux. Avant de plonger dans cette extraordinaire histoire de résilience et de justice, prenez un instant, d'où regardez-vous aujourd'hui? Indiquez votre localisation dans les commentaires, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous pour rejoindre notre communauté grandissante de conteurs. Maintenant, laissez-moi vous ramener là où cette impasse a commencé et vous montrer ce qui se passe lorsque la mauvaise personne est poussée trop loin. Marcus Washington s'engagea avec son imposant semi-remorque sur l'Interstate 20, juste à l'extérieur d'Atlanta, tandis que le soleil commençait à se lever sur les pins de Géorgie, projetant de longues ombres sur le ruban d'asphalte qui s'étendait à perte de vue devant lui. À 58 ans, les rides gravées sur son visage sombre racontaient des histoires de joie et de difficulté, une vie vécue avec une détermination inébranlable, malgré les obstacles dressés sur son chemin depuis sa naissance dans le Mississippi rural, en 1967. Ses mains calleuses agrippaient le volant avec la confiance calme d'un homme qui avait parcouru plus de 2 millions de kilomètres en plus de 20 ans en tant que camionneur longue distance, le tout sans un seul accident ou une seule citation entachant son record exemplaire. La cabine de son camion, qu'il avait baptisé Coureur de la Liberté, était impeccable, un véritable sanctuaire roulant, témoignage de la discipline inculquée durant ses années de service militaire, un chapitre de sa vie dont il parlait rarement en dehors de son cercle très uni de camarades vétérans. Des photos collées sur son tableau de bord montraient une jeune femme souriante en blouse blanche sa fille, il a actuellement en 3e année de médecine à l'université Emory. Elle était la fierté qui animait chaque instant de sa vie, la raison pour laquelle il s'efforçait d'emprunter les itinéraires les plus longs et les plus rentables. Sa femme, Keta, était décédée d'un cancer du sein 8 ans plus tôt, laissant Marcus seul pour élever leur fille, une responsabilité qu'il avait assumée avec la même détermination tranquille qui caractérisait chaque aspect de sa vie. Alors qu'il s'engageait dans la lente montée du trafic matinal, ses pensées revinrent à ses années militaires, des fragments de souvenirs vacillant comme une pellicule endommagée. Il y avait des images de paysages désertiques, de frères d'armes qui scrutaient au-delà de sa couleur de peau pour voir l'homme caché en dessous. Il y avait des médailles épinglées à son uniforme lors de cérémonies qui semblaient maintenant se dérouler dans une autre vie. L'armée avait été à la fois un refuge et un creuset, un lieu où ses compétences avaient été reconnues, mais aussi où il avait appris que même sous l'uniforme, l'égalité restait davantage une aspiration qu'une réalité pour les hommes qui lui ressemblaient. Ses journées sur la route suivaient une routine stricte, un rythme affiné au fil de milliers de voyages à travers le paysage américain. Ses arrêts étaient soigneusement choisis, des établissements dont il connaissait le personnel, des endroits où le risque de harcèlement était minimisé, sans jamais être totalement écarté. Il y avait toujours des affronts subtils, les regards soupçonneux aux airs de repos, la façon dont les camionneurs blancs étaient servis en premier même lorsqu'il était arrivé avant eux, les voitures de patrouille silencieuses qui le suivaient sur des kilomètres sans raison. Marcus avait développé un code personnel, une philosophie du professionnalisme qui confinait au stoïcisme. Il refusait de céder aux provocations, refusait de donner à quiconque une raison de l'étiqueter selon les stéréotypes qu'il portait déjà. Il avait appris que le silence pouvait être une armure, que le sang-froid pouvait être une arme plus puissante que la rage. Sur le papier, le transport du jour était simple, une précieuse cargaison de fournitures médicales à destination d'un hôpital de Chicago. L'équipement était spécialisé, urgent et ne pouvait se permettre aucun retard. Le manifeste était impeccable, la répartition du poids parfaite, et chaque document avait été préparé avec le soin méticuleux habituel. Les premières heures se passèrent sans incident. Le ronronnement du moteur et le rythme des collines lui procuraient un calme méditatif qu'il avait appris à chérir. Mais une fois entré dans le Tennessee, quelque chose changea. Une voiture de patrouille apparaissait dans ses rétroviseurs trop souvent, trop précisément pour être une coïncidence. Elle disparaissait aux sorties de secours, pour réapparaître 20 minutes plus tard, gardant ses distances tout en traquant ses moindres faits et gestes. À l'approche de la frontière du Kentucky, une deuxième voiture de patrouille l'avait rejoint. Les 2 véhicules l'encerclaient de loin, se positionnant méthodiquement, comme s'ils attendaient au quoi, Marcus ne pouvait encore le dire. Son instinct, aiguisé par les 2 zones de guerre et des décennies passées à affronter les dangers discrets de la vie d'homme noir en Amérique, commença à s'éveiller au malaise. Ce n'était pas le genre de harcèlement habituel. Cela semblait ciblé, intentionnel. Lorsque les lumières rouges et bleues s'allumèrent enfin derrière lui, près d'une sortie isolée, Marcus ne ressentit aucune surprise, mais une sombre certitude s'installa dans sa poitrine. Il mit prudemment son clignotant,
guidant son camion vers une aire de repos apparemment déserte. Alors qu'il immobilisait complètement son véhicule, 3 policiers sortirent de leur véhicule, l'air hostile dès le départ. L'agent Benson, un homme trapu aux cheveux en brosse et aux lunettes de soleil miroir, s'approcha de la vitre côté conducteur, sans expression. Les adjoints Collins et Reed encadraient le camion tel des loups encerclant leur proie, les mains déjà posées sur leurs armes. Permis, immatriculation et carnet de bord, aboya Benson, ignorant même le prétexte de la courtoisie. Marcus obéit en silence, ses gestes lents et réfléchis. Il récupéra ses documents et les tendit par la fenêtre ouverte, en veillant à garder ses mains bien visibles, une tactique qu'il avait apprise par expérience. L'inspection commença par un examen minutieux et exagéré. Les agents tâtonnèrent et palpèrent, feignant l'inquiétude face à un équipement parfaitement entretenu, cherchant du regard le moindre prétexte pour envenimer les choses. Mais leur sens du spectacle ne parvint pas à faire apparaître des infractions de toutes pièces. Des fournitures médicales, hein, demanda Reed en examinant le manifeste d'un ton empreint de suspicion. On a eu un tuyau sur des camions comme celui-ci utilisé pour la contrebande. Marcus reconnut le scénario, l'information vague et invérifiable. L'implication d'une culpabilité sans accusation claire. Et à cet instant, il comprit, ce n'était pas un hasard. C'était un piège. Un piège. Que ce soit pour lui en particulier ou pour quelqu'un qui lui ressemblait simplement, cela n'avait aucune importance. Il s'est préparé. Sortez du véhicule, ordonna Benson, sa main se dirigeant vers son étui ou une menace enveloppée dans un ordre. Marcus se déplaçait avec un calme habituel, descendant de la cabine d'un mouvement fluide. Ses bottes heurtèrent le béton brûlé par le soleil avec un bruit sourd qui semblait résonner dans l'air immobile. Benson désigna un endroit près de l'avant du camion. Reste là. À cette distance, Marcus ne voyait plus l'arrière de son camion. Mais il l'entendait, le bruit des compartiments qu'on force, le bruissement des effets personnels jetés au sol par des mains imprudentes. La perquisition n'avait aucun fondement juridique, pas de mandat, pas de motif probable. Juste la couleur de peau et une histoire qui n'avait pas besoin d'être vraie pour justifier les soupçons. À travers le rétroviseur de sa cabine, Marcus aperçut l'adjoint Collins grimper dans sa couchette. Quelques instants plus tard, l'adjoint en ressortit, tenant une petite boîte en bois. Marcus le reconnut instantanément. Son cœur se serra. C'était l'écrin en cèdre sculpté à la main qui contenait ses médailles militaires, un purpelate, une bronze star. Symbole de sacrifice. Symbole de douleur. Eh bien, regardez ce que nous avons là, s'écria Collins, son sourire moqueur alors qu'il ouvrait la boîte et faisait pendre les médailles. Il pense qu'il est une sorte de héros, ricana-t-il, laissant le purpelate se balancer par son ruban comme s'il s'agissait d'un jouet bon marché. Je les ai probablement achetés dans un magasin porno, ajouta Reed avec un rire moqueur, l'insulte tranchant l'air comme un couteau. Les vrais soldats ne conduisent pas de camion. Les mots le frappèrent plus fort que prévu. La moquerie le blessa profondément, non seulement dans sa fierté, mais aussi dans les fondements de son identité. Pourtant, il ne bougea pas. Son visage resta masqué, sa posture détendue. Il avait maîtrisé cette défense depuis longtemps. Pourtant, la douleur était réelle. Qu'est-ce qui ne va pas, soldat? Le chat a tiré la langue, railla Benson en s'approchant, l'haleine acide à cause du café, la voix chargée de mépris. Il se pencha, envahissant l'espace de Marcus, attendant une réaction, la désirant ardemment. Comme rien ne venait, son ton s'assombrit. Des insultes jaillirent de ses lèvres, murmurées juste assez fort pour être entendues, entremêlées de promesses d'horribles promesses sur le sort des hommes qui ne connaissent pas leur place. Alors que les officiers poursuivaient leur agression verbale, l'esprit de Marcus dérivait sans y être invité vers un moment similaire, il y a des années, à l'extérieur de Memphis. Là où répondre aux provocations d'un policier avait autrefois abouti à une nuit en prison sur des accusations fabriquées de troubles à l'ordre public et de résistance à l'arrestation, une leçon était restée gravée profondément dans la mémoire de Marcus, une leçon qui renforçait son vœu de ne jamais leur donner la satisfaction de le voir craquer, de ne jamais leur offrir la réaction dont ils rêvaient pour justifier leurs préjugés. La fouille de son camion s'éternisait avec une destructivité méthodique, chaque mouvement des officiers calculé et délibéré, une invitation silencieuse à protester, à résister, à réagir. Leurs actions devenaient plus flagrantes à mesure que son silence se prolongeait, comme si leur frustration exigeait des violations plus fortes du protocole, des démonstrations de contrôle plus laides. Le sergent Reed sortit du taxi, un paquet enveloppé dans du papier brun serré dans sa main, son visage illuminé d'un faux triomphe.
Il se pavana vers ses collègues, brandissant l'objet comme un trophée. Regardez ce que j'ai trouvé caché derrière le siège, déclara-t-il d'une voix suffisante tandis qu'il déposait cérémonieusement le paquet sur le capot de la voiture de patrouille. Il prit soin de l'ouvrir lentement, de manière dramatique, révélant une substance cristalline blanche qui scintillait d'accusation. On dirait que notre conseil était solide après tout, a-t-il ajouté, échangeant des regards entendus avec les autres, la chorégraphie de leur performance étant si soignée qu'elle trahissait sa nature répétée. Marcus reconnut instantanément le colis. Il n'était pas dans son camion avant que les officiers ne commencent leur recherche invasive. Son esprit commença à s'emballer, calculant les implications, évaluant les probabilités et les options avec la clarté aiguë qui faisait autrefois de lui un atout pour le renseignement militaire. Marcus Washington, vous êtes en état d'arrestation pour possession en vue de distribution, annonça l'officier Benson avec une satisfaction évidente, en sortant une paire de menottes qui tintèrent de manière inquiétante dans l'air calme et oppressant de la station-service abandonnée. Vous avez le droit de garder le silence, continua-t-il, et Marcus ne put s'empêcher de noter l'ironie amère de l'avertissement de Miranda. Alors qu'il se laissait menotter sans résistance, il maintint le silence qui était devenu à la fois bouclier et épée, une rébellion silencieuse qui déstabilisait ceux qui s'attendaient à une rupture. Alors que le métal froid serrait ses poignets, le regard de Marcus restait fixé sur l'horizon lointain. Sa posture, malgré l'insulte infligée, conservait sa dignité, son refus de parler ou de plaider déconcertant les officiers, qui s'attendaient à de la colère, de la peur ou des mots désespérés. Leur malaise face à son sang-froid s'est manifesté par des traitements plus brutaux, des railleries plus fortes et des menaces plus explicites, la frustration transparaissant de chaque regard échangé lorsque leurs meilleurs efforts n'ont pas réussi à briser son extérieur impassible. Alors qu'il était placé à l'arrière de la voiture de patrouille, les yeux de Marcus ont capté un détail que d'autres auraient pu manquer. Une berline apparemment ordinaire était garée au fond du parking, son conducteur apparemment engagé dans un appel téléphonique. Pourtant, la façon dont le téléphone était tenu suggérait un enregistrement, pas une conversation. Il a classé cette image, une autre pièce du puzzle, quelque chose de potentiellement significatif dans le tableau plus large qu'il assemblait tranquillement dans son esprit. Par la fenêtre, il regarda l'agent Benson passer un appel, probablement pour organiser la mise en fourrière de son camion. L'idée de perdre non seulement son gagne-pain mais aussi sa maison sur roue ajoutait encore une couche d'injustice. Rien de tout cela ne se voyait sur son visage. Il était assis parfaitement immobile dans la cage de la voiture de patrouille, les yeux vers l'avant, la respiration régulière, un homme conservant son énergie pour les batailles qui n'avaient pas encore commencé. Le trajet jusqu'au service de police de Riverview a duré 23 minutes selon l'horloge du tableau de bord. Chaque kilomètre s'est déroulé dans le silence, interrompu seulement par les tentatives de plus en plus agitées de l'agent Benson pour provoquer une réponse de son passager réticent. Chaque provocation ratée, chaque question sans réponse, resserrait la frustration dans la voix de Benson. Riverview se déployait à l'extérieur des fenêtres du croiseur comme une relique d'une autre époque. Sa rue principale était bordée de devantures de magasins désuètes portant des enseignes défraîchies, et les quelques piétons sur les trottoirs étaient remarquablement uniformes dans leur démographie. Le commissariat lui-même, un bâtiment trapu en briques avec un mât de drapeaux usé par les intempéries et des voitures de patrouille soigneusement garées dans des espaces désignés où projetait une atmosphère d'autorité modeste, masquant la pourriture plus profonde qui couvait dans ses murs. Marcus a été escorté à travers l'entrée principale avec une main agrippant chaque bras, une performance de force grossièrement disproportionnée par rapport à toute menace réelle qu'il représentait. C'était du théâtre, mis en scène au profit du personnel majoritairement blanc dont le regard portait un jugement sans compréhension, dont l'esprit avait déjà décidé de la culpabilité avant qu'un seul mot n'ait été prononcé. Le traitement a commencé par la prise d'empreintes digitales, le technicien manipulant grossièrement les mains de Marcus avec un dégoût à peine dissimulé, comme si le contact même était une contamination. Sa photo d'identité a suivi. Un photographe, irrité par l'expression stoïque de Marcus, lui a dit de paraître moins hostile, comme si la neutralité elle-même était devenue une menace. À chaque étape, Marcus n'a offert que de la conformité. Pas de mots, pas de résistance, pas d'émotion. Son silence les a déstabilisés, il a brisé leur rythme. Non, aboya l'agent de réservation, un stylo en main malgré le sac en plastique contenant déjà la pièce d'identité de Marcus. La question resta sans réponse, le silence s'étirant jusqu'à ce que l'irritation éclate. L'officier se répéta, plus fort maintenant, comme si le volume pouvait l'emporter sur le principe. Toujours pas de réponse. Avec un grognement, l'officier posa son stylo. Nous pouvons le faire de manière simple ou difficile,
menaça Théilan se penchant sur le bureau, les yeux brûlants d'hostilité. Mais ce formulaire sera rempli, d'une manière ou d'une autre. Un autre officier s'est approché et a murmuré quelque chose qui a provoqué un échange de regards plus sombre. Très bien, joue à ta façon, a rétorqué l'agent de réservation en sortant le permis de conduire du sac et en griffonnant les détails. Mais le silence ne t'aidera pas là où tu vas. Le refus d'un appel téléphonique n'a pas surpris Marcus. Pas plus que l'erreur informatique suspecte qui a empêché l'accès à un avocat. Il a simplement noté ces choses, les classant avec une clarté disciplinée. Lorsqu'ils l'ont conduit dans une cellule de détention, l'instinct a pris le dessus. Sa formation militaire s'est activée. Ses yeux ont balayé le bâtiment, mémorisant la disposition, l'emplacement des caméras, les mouvements du personnel. Il a fait des évaluations silencieuses de qui pourrait être une menace et de qui, peut-être, pourrait être un allié. La cellule elle-même était délibérément hostile. Un banc en béton, des murs maculés de graffitis, des couches de langage imprégnées de haine, des messages griffonnés par ceux qui étaient venus avant, beaucoup faisant écho au même racisme silencieux qui avait suivi. Marcus depuis que les menottes s'étaient refermées. Enfin seul, Marcus laissa ses pensées dériver vers l'arrière, vers l'entraînement d'il y a des décennies, vers les dures leçons de résistance, vers les briefings sur la survie en détention. Il se souvint d'un vieil instructeur, un vétéran du Vietnam qui avait survécu 2 ans en tant que prisonnier de guerre, qui lui enseignait que le silence était aussi une arme. Le silence a nié l'engagement, conservé l'énergie, protégé les vérités jusqu'au moment d'agir. À travers les minces murs de la cellule, les oreilles entraînées de Marcus captaient des fragments de conversation provenant de la zone réservée aux officiers. « Que fait-on des affaires du camion » demanda une voix. La question a confirmé ses soupçons. « Reed s'en occupe » fut la réponse, suivie de rire. Le mot « approprié » dans « chaîne de traçabilité » fut prononcé avec un petit rire, le sarcasme planant dans l'air comme de la pourriture. D'autres bribes ont dérivé à travers des histoires de raccourcis, de bravade, d'un département sécurisé dans son isolement, confiant que leurs paroles l'emporteraient toujours sur la sienne. Pourtant, Marcus resta immobile sur le banc dur, respirant régulièrement et gardant une posture calme. Les officiers passèrent devant la cellule. Certains le fixèrent du regard. Certains murmurèrent des menaces. D'autres essayèrent de percer l'armure de son silence. Tous furent troublés par la dignité qui le refusait de céder. Un jeune réceptionniste, peut-être assez nouveau pour ne pas avoir encore été corrompu, lui a glissé un gobelet d'eau en papier alors que personne ne regardait. L'acte était petit, mais il se démarquait par sa rareté. Alors que l'eau fraîche touchait ses lèvres, Marcus s'autorisa un bref monologue intérieur, le premier depuis son arrestation. Des mots formés silencieusement, protégés dans son propre esprit. Ils n'ont aucune idée à qui ils ont affaire, ni de ce qu'ils viennent de déclencher. Pensez-vous que Marcus fait le bon choix en gardant le silence ? Ou devrait-il lutter plus ouvertement contre l'injustice ? Tapez 1 dans les commentaires si vous pensez que son silence est un génie stratégique, ou 2 si vous pensez qu'il devrait parler plus fort. Appuyez sur ce bouton j'aime si vous avez déjà dû rester calme alors que chaque partie de vous voulait exploser. Et abonnez-vous pour voir plus d'histoires de défis silencieux face à des obstacles écrasantes. Que se passe-t-il dans la tête de Marcus en ce moment alors qu'il est assis dans cette cellule, en train de reconstituer son prochain mouvement ? Et quelle est exactement cette sauvegarde qui a été mise en marche ? Continuons l'histoire et découvrons. Alors que Marcus était assis dans un silence stoïque dans sa cage en béton, une tempête d'activité se déroulait ailleurs, déclenchée par des systèmes automatisés qu'il avait soigneusement construits pour des moments exactement comme celui-ci. Dans un élégant bureau du centre-ville d'Atlanta, où les vitres teintées étouffaient le monde extérieur et où la signalisation minimale masquait l'objectif d'ambiguïté, le téléphone d'Esha Jackson vibrait avec une alerte urgente, le rythme distinctif signalant immédiatement une urgence plutôt qu'une notification de routine. À 43 ans, Esha s'était bâti une formidable réputation en tant qu'une des avocates des droits civiques les plus tenaces du Sud-Est, ses murs étant ornés de diplômes de Howard et de Yale Law, sa liste de clients étant un OSO de noms qui étaient devenus des symboles nationaux dans des affaires très médiatisées d'injustice raciale. Le message qui clignotait sur son écran était effrayant par sa simplicité, des coordonnées GPS, un numéro d'identification du véhicule et un seul point d'exclamation rouge, un signal de détresse du camion de Marcus Washington, généré automatiquement après que le véhicule soit resté immobile dans un endroit non autorisé pendant plus de 2 heures. Avant même que toutes les implications ne soient comprises, ses doigts étaient déjà en mouvement, volant sur son clavier pour accéder à une base de données sécurisée connue seulement de quelques privilégiés.
Son habilitation de sécurité lui a donné un accès immédiat au dossier révélant que Marcus Washington était bien plus qu'un simple chauffeur de camion pris au mauvais endroit au mauvais moment. Jamal, a-t-elle appelé son enquêteur dans le bureau adjacent, nous avons une priorité dans le Kentucky, un protocole d'échographie possible. La phrase codée a électrisé sa collègue, toutes deux parfaitement conscientes qu'un protocole d'écho indiquait qu'un vétéran avec une formation spécialisée avait probablement été ciblé, peut-être un autre point de données dans un schéma inquiétant qu'elle surveillait depuis des mois. En quelques minutes, Esha avait réuni une équipe virtuelle répartie sur 3 États, composée d'experts juridiques et d'enquêteurs reliés par des canaux cryptés, tous membres d'un réseau qu'elle avait contribué à construire des années plus tôt pour protéger les vétérans noirs de la discrimination systémique et du harcèlement ciblé. Alors qu'Aïcha coordonnait la réponse juridique, une autre figure clé était déjà en action, physiquement plus proche de la scène qui se déroulait. Deshaun Porter, un ancien officier du renseignement militaire avec 15 ans de service et maintenant coordinateur régional du Vétéran Protection Network, avait reçu la même alerte qui avait poussé Esha à agir. Mais sa proximité lui donnait l'avantage d'une surveillance immédiate. C'était sa berline que Marcus avait aperçue à l'aire de repos, sa caméra dissimulée qui avait capturé la perquisition illégale et la pose de preuves, sa présence discrète qui était passée inaperçue aux yeux des officiers trop confiants dans leur isolement pour envisager la possibilité d'être surveillés. L'équipement de qualité militaire de Deshaun a enregistré l'intégralité de la rencontre en haute définition, à la fois vidéo et audio, y compris des images accablantes du sergent Reed retirant un colis de son propre véhicule et le découvrant, plus tard dans le camion de Marcus. Ces preuves avaient déjà été transmises à des serveurs sécurisés, inviolables ou supprimables. Le réseau des vétérans est né par nécessité, en réponse à une anomalie troublante apparue des années auparavant, des preuves statistiques montrant que les vétérans noirs, en particulier ceux travaillant dans les transports, étaient arrêtés, fouillés et arrêtés à des taux significativement plus élevés que leurs pairs. Ce qui a commencé comme un système de soutien informel s'est transformé en une opération secrète mais très efficace, avec des alliés discrets dans les agences fédérales et des protocoles conçus pour éviter d'être détectés par les institutions même qu'elles surveillaient. Le camion de Marcus, comme de nombreux véhicules utilisés par les membres du réseau, avait été discrètement équipé d'un équipement d'enregistrement qui s'activait lors des contrôles routiers, de caméras et de microphones cachés là où même une recherche approfondie ne les révélerait pas. Les données étaient diffusées en direct vers un stockage cloud sécurisé, formant ainsi un bouclier numérique de responsabilité qui ne pouvait être annulé. Alors que Deshaun surveillait le département de police de Riverview depuis un café voisin, il était simultanément en contact avec des partenaires fédéraux qui avaient discrètement monté un dossier de défense des droits civiques contre plusieurs départements de la région, dossier qui manquait jusqu'à présent du type de preuves concluantes nécessaires pour déclencher une intervention fédérale. « Nous avons tout », dit-il doucement lors d'un appel sécurisé à Esha, sa voix basse malgré l'isolement de son emplacement. Vidéo, audio, identification formelle des 3 agents et confirmation de la présence de la plante. Ils ignorent qu'ils viennent de nous remettre la pièce manquante. Pendant que cet échange se déroulait, une équipe spécialisée d'experts en criminalistique numérique a commencé à accéder à distance au système à l'intérieur du camion de Marcus, en extrayant des journaux de données, des dossiers de maintenance et l'historique des itinéraires, tous essentiels pour établir la légitimité de ces opérations et renforcer le récit d'un homme ciblé sans raison. La profondeur et la précision des opérations du réseau reflétaient les antécédents militaires de nombre de ses membres, leurs compétences étant réorientées vers la défense plutôt que vers l'attaque, vers la documentation plutôt que vers la confrontation, forgeant un dossier inattaquable capable de résister au plus haut niveau de contrôle juridique. Alors que l'après-midi se transformait en soirée, l'enquête a révélé un schéma bien plus sinistre que ce que l'on pensait auparavant. Les données ont mis en évidence un groupe statistique centré sur Riverview et ses juridictions environnantes, avec des taux d'arrestation de conducteurs de camions noirs qui montent en flèche au-delà des limites de l'occurrence aléatoire. Au moins 7 autres incidents au cours de la seule année écoulée ont suivi un scénario étrangement similaire, isolement, perquisition illégale, preuve dissimulée et abandon des charges lorsque l'accusé a refusé d'accepter un accord de plaidoyer. Aucune condamnation, mais le mal était fait, le modèle de harcèlement remplissant son objectif d'intimidation et de dissuasion. Cette nouvelle découverte a fait passer le cas de Marcus d'une injustice isolée à la pierre angulaire d'une conspiration plus vaste, incitant Esha à porter l'affaire devant les autorités fédérales chargées de la surveillance des droits civiques et de la corruption. Nous ne déposons pas simplement une plainte cette fois-ci, a-t-elle déclaré lors d'une vidéoconférence sécurisée avec son équipe. Nous intervenons avec toute la force de notre armée, une intervention fédérale complète. Marcus Washington n'est pas une simple victime qu'on peut oublier. Il est sur le point de devenir la clé de toute cette opération. Alors que la nuit drapait Riverview d'ombre,
Marcus restait inconscient de la vaste machinerie qui tournait maintenant silencieusement pour sa défense, mobilisé par son silence, convergeant de différents états pour transformer son défi solitaire en un moment charnière avec des conséquences bien au-delà de son destin personnel. Dans sa cellule, maintenant une posture de calme méditatif, Marcus faisait confiance au système qu'il avait contribué à établir il y a longtemps, sa patience enracinée dans la connaissance que les roues tournaient comme elles le devaient, que son silence n'était pas un abandon mais un message, codé pour ceux qui savaient comment interpréter son sens. Les lumières fluorescentes de la salle d'interrogatoire émettaient un bourdonnement dur et irrégulier, un son que la plupart trouveraient exaspérant après une exposition prolongée, et délibérément conçu dans le cadre de la guerre psychologique inhérente à de tels environnements. Conçu non pas pour le confort mais pour l'érosion, la pièce était maintenue à une température inconfortablement froide, son thermostat étant réglé juste assez bas pour provoquer un inconfort sans franchir le seuil de mauvais traitements évidents, un détail facilement considéré comme procédural s'il était jamais examiné de près. Marcus était assis sur une chaise en métal boulonnée au sol, sa posture impeccable, ses mains menottées et attachées à un anneau sur la table devant lui, une précaution qui semblait gratuite étant donné son comportement calme et sa coopération continue. Pendant 2 heures, les agents Benson et Reed ont joué leur rôle à tour de rôle, enchaînant des tactiques maladroites d'intimidation et de fausse camaraderie dans une routine de bons flics, mauvais flics si fade qu'elle aurait pu être risible dans d'autres circonstances. Marcus resta impassible, son regard fixe mais jamais conflictuel, sa respiration régulière, son corps rayonnant d'une autorité tranquille qui n'offrait ni résistance ni complaisance, juste une présence, un calme qui déstabilisait ses interrogateurs, habitués à la peur, à la colère ou aux supplications. Puis la porte s'ouvrit et une nouvelle silhouette entra, un homme d'une 60aine d'années dont la chemise sur mesure et les chaussures cirées le distinguaient, les cheveux argentés soigneusement séparés, son allure indubitablement celle de quelqu'un habitué au pouvoir. « Je suis le chef Thomas Harper », annonça-t-il en faisant signe à l'officier Reed de s'éloigner avant de prendre place en face de Marcus, ses mouvements lents et délibérés alors qu'il plaçait un dossier entre eux sur la table. « Je pense qu'il y a eu un malentendu, Monsieur Washington, dit-il d'un ton étonnamment aimable, presque chaleureux, en rupture totale avec la posture combative de ses subordonnés. J'ai examiné les rapports initiaux et je crains que la situation ne se soit aggravée inutilement. » Marcus a immédiatement reconnu la tactique, le pivot stratégique vers une figure d'autorité apparaissant raisonnable après une longue période de pression, une page directement tirée des manuels d'interrogatoire militaire qu'il avait lui-même étudiés. Harper a poursuivi son approche mesurée, s'excusant vaguement pour les malentendus, ne reconnaissant jamais ses torts, suggérant plutôt que la coopération pourrait conduire à un résultat mutuellement bénéfique. Nous voulons tous les deux la même chose, dit-il avec un sourire parfaitement travaillé, bien que ses yeux trahissent une vérité plus dure, résoudre cette situation et te remettre sur la route le plus rapidement possible. Lorsque Marcus ne répondit pas, le ton de Harper se durcit presque imperceptiblement, le vernis poli commençant à se fissurer, le charme pratiqué cédant la place à un côté familier. Votre silence n'améliore pas votre situation, dit-il en se penchant, l'air de la pièce chargé de menaces inexprimées. Nous avons des preuves de stupéfiants dans votre véhicule, c'est une infraction fédérale pour un conducteur professionnel, une perte de permis au minimum, une peine de prison importante au pire, une simple déclaration de votre part expliquant comment ces colis sont arrivés en votre possession pourrait faire toute la différence. Le monologue du chef s'est poursuivi, décrivant des scénarios d'une gravité croissante, peignant des images saisissantes de décennies derrière les barreaux, de la fille de Marcus forcée d'abandonner ses études de médecine sous le poids écrasant de ses problèmes juridiques, chaque scénario étant méticuleusement conçu pour frapper en profondeur les vulnérabilités découvertes grâce à des recherches de fond. Tout au long de cette agression psychologique, Marcus est resté calme en apparence, sa formation militaire lui fournissant l'armure mentale nécessaire pour résister précisément à ce genre de pression, sa posture calme, ses yeux fixes, même lorsque la voix du chef oscillait entre la cajolerie et la condamnation. Dans son esprit, il évoquait des souvenirs de poussière et de chaleur provenant d'un centre d'entraînement isolé où des candidats aux forces spéciales, dont lui-même, avaient été soumis à une capture simulée et à un interrogatoire brutal, des instructeurs décrivant des forces hostiles avec une authenticité effrayante, tout cela pour inculquer la compétence essentielle du compartimentage mental, la capacité de rester émotionnellement détaché, d'endurer sans céder. Comparé à ces creusets, sans parler des véritables zones de combat auxquelles il avait survécu, cet interrogatoire semblait presque insignifiant, une pâle imitation menée par des amateurs non préparés à affronter quelqu'un véritablement entraîné à la résistance. Derrière son masque de passivité, les pensées de Marcus se déplaçaient avec précision, notant les erreurs de procédure, cataloguant chaque violation de ses droits, enregistrant chaque moment qui trahissait la nature fabriquée des accusations portées contre lui. Chaque note mentale,
un fil dans la tapisserie de témoignages sous serment qu'il livrerait au moment opportun. À mesure que la frustration de Harper augmentait, ses questions devenaient plus erratiques, plus désespérées, transparentes dans leur tentative d'obtenir des aveux. « Vous livriez le colis à Chicago ou c'était juste une étape ?» demanda-t-il, la formulation même révélant le récit fictif en cours de construction, une erreur de débutant qui faillit arracher un sourire à Marcus avant qu'il ne masque sa réaction. La salle d'interrogatoire, que Harper imaginait être son lieu de domination, était devenue un piège de sa propre fabrication, son équipement audio et vidéo silencieusement compromis par l'équipe de DeSaun, qui avait accédé aux systèmes obsolètes avec facilité. Ce que Harper croyait être le fondement d'une confession était en réalité un compte-rendu méticuleux de sa mauvaise conduite, un compte-rendu qui ne survivrait pas à l'examen d'un tribunal. L'ironie lui échappa complètement, même s'il insista plus fort, plus instamment, pour briser le silence de Marcus. Au fil des heures, un schéma s'est dégagé des questions de Harper, des fiches révélant que Marcus n'était pas simplement la cible d'un incident isolé, mais plutôt un lien dans une opération plus vaste, un plan suggérant une coordination entre les services, des références à d'autres conducteurs, à des itinéraires spécifiques, à des heures et des lieux, des rumeurs d'un réseau s'égarant sur le territoire du crime organisé. Marcus, toujours silencieux, reconstituait le puzzle, chaque lapsus de Harper ajoutant au puzzle. Des signes de tension sont apparus à l'approche de minuit, les appels de Harper à des parties non identifiées trahissant une pression de plus haut niveau, une urgence à obtenir une confession qui justifierait les actions déjà entreprises, son sang-froid s'est fissuré, révélant des micro-expressions que seule une personne formée au comportement face au stress pouvait décoder. Marcus vit la peur monter dans les yeux d'Harper, éclipsant la fausse confiance, la prise de conscience que le scénario s'effondrait. Dans une dernière tentative, presque pathétique, Harper a offert l'illusion d'un accord, promettant une clémence qu'il n'avait pas le pouvoir d'accorder, cherchant désespérément des aveux pour rendre légitimes les accusations fabriquées. Ignorant, ou peut-être ne voulant pas voir, que chaque mot qu'il prononçait ne faisait qu'impliquer davantage lui-même et son département dans une conspiration désormais parfaitement documentée. « C'est votre dernière chance », a déclaré Harper, en regardant sa montre avec une emphase théâtrale. Demain matin, l'affaire sera transmise au procureur du comté, et toute chance de résolution locale disparaîtra. J'essaie de vous aider, Washington, ne gâchez pas cela. Les mots flottaient dans l'air, sans réponse, comme toutes les questions, menaces et fausses promesses qui les avaient précédées. Harper se leva finalement, rassemblant son dossier, ses mouvements tendus par la frustration, incapable de comprendre le genre de résistance auquel il était maintenant confronté, une résistance qu'il ne pouvait ni provoquer ni dissoudre. « Réfléchis ce soir », murmura-t-il en guise d'adieu, ses mots admettant sa défaite, reconnaissant l'érosion du pouvoir qu'il croyait immuable, un pouvoir qui s'était discrètement éloigné de lui sans un seul mot en retour. Alors que la porte se fermait, Marcus s'autorisa une lueur de satisfaction privée, sachant que la performance avait atteint son objectif, que chaque minute de l'interrogatoire raté n'avait fait que renforcer le dossier, non pas contre lui, mais contre ceux qui avaient essayé de le briser. Les preuves s'accumulaient comme la neige sur le flanc d'une montagne, prête à être avalancheuse. L'aube se leva sur Riverview avec les teintes atténuées du début de l'automne, une lumière pâle filtrant à travers le verre renforcé de fils de fer de la cellule de Marcus, où il était revenu après l'interrogatoire, non pas pour dormir, mais pour méditer, pour conserver ses forces, pour maintenir la clarté mentale qu'il avait portée à travers la tempête. La station s'agitait au rythme de la routine matinale, du bourdonnement discret des formalités administratives, des conversations de changement d'équipe, des officiers avec des tasses de café à la main, inconscients que leur matinée ordinaire était sur le point d'être bouleversée. À 8h15 précises, les portes d'entrée du service de police de Riverview se sont ouvertes avec autorité, laissant apparaître une présence qui a changé l'atmosphère instantanément. Elisha Jackson menait le cortège, son costume sur mesure impeccable, sa présence dominait la pièce, la mallette à la main portée comme une lame. Derrière elle marchaient 3 agents fédéraux, leurs costumes impeccables, leur comportement indéchiffrable, mais dégageant un poids d'autorité qui ne laissait aucune place aux malentendus. 2 capitaines de police d'État ont suivi, un message sans équivoque selon lequel il ne s'agissait pas d'une visite amicale, leur département agissant désormais clairement en supervision et non en collaboration. À l'arrière se trouvaient des officiers de la division des affaires intérieures du comté voisin, une présence qui a brisé la bulle protectrice sur laquelle Harper s'était appuyé, son royaume exposé de l'intérieur et de l'extérieur. La station tomba dans un silence suspendu tandis que le groupe s'approchait de la réception, les conversations s'éteignant au milieu d'un mot, les mouvements stagnants, même les plus inconscients d'entre eux enregistrant la gravité de l'intrusion. « Je suis l'avocate Elisha Jackson », a-t-elle annoncé d'une voix claire et résonnante dans l'espace ouvert,
représentante légale de Marcus Washington, qui est illégalement détenu par ce département. Ces messieurs, a-t-elle ajouté, désignant les agents fédéraux, sont ici avec des mandats pour saisir toutes les preuves liées à l'arrestation de M. Washington et pour sécuriser les dossiers du département sur les contrôles routiers et les arrestations de conducteurs commerciaux au cours des 36 derniers mois. Le sergent de bureau, les yeux écarquillés, chercha le téléphone, probablement dans l'intention d'alerter Harper, mais fut arrêté par un agent fédéral plaçant calmement un document devant lui. Il s'agit d'une ordonnance fédérale de conservation, a déclaré l'agent sans ambages. Elle impose le verrouillage immédiat de toutes les preuves, archives et systèmes numériques en attendant l'enquête. Aucun appel ne doit être passé, aucun fichier ne doit être consulté ou modifié, aucune preuve ne doit être touchée jusqu'à ce que notre équipe sécurise les lieux. La main du sergent se figea au-dessus du récepteur, la confusion se transformant en réalisation alors qu'il comprenait que le monde dans lequel il avait confortablement habité n'était plus isolé. L'air dans la station est passé d'un silence stupéfait à une agitation à peine contrôlée. Les agents fédéraux se sont déployés, sécurisant les dossiers et le matériel, la police d'État s'est positionnée à des points stratégiques, les affaires internes ont commencé à identifier le personnel de Riverview pour un interrogatoire préliminaire. À travers un bureau aux parois de verre près de la réservation, l'agent Reed a été aperçu en train d'introduire frénétiquement des documents dans une déchiqueteuse, son effort interrompu en plein milieu de l'action lorsque deux agents fédéraux sont entrés, l'un le retenant tandis que l'autre débranchait la machine, collectant soigneusement les pages endommagées comme preuve. La perturbation a fait sortir Harper de son bureau, son visage flamboyant de fureur alors qu'il tentait de prendre le contrôle d'une station qui ne lui répondait plus. Que diable se passe-t-il ici, aboya-t-il à personne en particulier, s'attendant à une soumission par la force de l'habitude, aveugle au changement de pouvoir. Aïcha se tourna vers lui avec une résolution calme, sa voix emplie d'une détermination d'acier. Chef Harper, je représente Marcus Washington, qui a été illégalement détenu et victime de violations de ses droits civiques, notamment d'arrestations arbitraires, de falsification de preuves, de refus d'assistance juridique et de tactiques d'interrogatoire coercitives. Nous avons documenté chacune de ces violations et nous sommes ici pour obtenir sa libération immédiate et préserver toutes les preuves pertinentes pour les multiples enquêtes fédérales actuellement ouvertes sur ce département. À ce moment-là, comme si c'était une chorégraphie, la porte du bloc cellulaire s'ouvrit et Marcus en sortit, non plus traité comme un suspect, mais escorté avec respect par un capitaine de police d'État, le renversement étant flagrant, le silence de ses ravisseurs désormais remplacé par une crainte perplexe. Marcus se tenait droit alors qu'il s'approchait de Harper, le visage indéchiffrable, la posture composée, et d'une voix qui résonna à travers la station avec une force mesurée, il parla finalement. « Chef Thomas Harper, j'invoque officiellement mon droit de ne pas témoigner contre moi-même, garanti par le 5e amendement, mon droit à un avocat, garanti par le 6e amendement, et je vous informe par la présente de mon intention d'engager une action civile en vertu du titre 42, section 1983 du Code des États-Unis pour privation de droits sous couvert de la loi. Je fournirai un témoignage complet concernant les dernières 24 heures aux autorités fédérales compétentes. » Les mots tombèrent comme un marteau, leur poids indéniable, le visage de Harper devint cendré alors qu'il réalisait qui était vraiment Marcus. Pas un simple chauffeur de camion, mais quelqu'un avec une maîtrise du droit, des relations, de l'autorité, un homme dont le silence avait été une stratégie, et non une soumission. Ce silence fut finalement rompu par le bruit à l'entrée de la station, les médias locaux étaient arrivés, convoqués par des communiqués de presse soigneusement chronométrés publiés depuis le bureau des chats, leurs caméras documentant désormais chaque fil qui se dénoue de l'empire en ruine du chef. Harper s'est retourné, alarmé, désespéré de sauver son image, en criant des ordres. Où sont les images de la caméra piéton de l'arrestation d'hier? Mettez-les en ligne tout de suite. Des regards gênés ont été échangés entre ces officiers, jusqu'à ce que l'officier Benson réponde à contre-cœur. Les caméras fonctionnaient mal hier, chef, il y avait des problèmes techniques dans tout le système. L'excuse, plausible dans des circonstances normales, s'est effondrée instantanément lorsqu'un agent fédéral a sorti une tablette et a tourné l'écran pour révéler des images d'une clarté cristalline. Nous disposons d'une documentation audio et vidéo complète de l'arrestation, a déclaré l'agent, y compris l'agent Reed retirant le colis de son propre véhicule avant de le placer dans le camion de M. Washington. Comme sur un signal, les portes d'entrée s'ouvrirent une fois de plus et Deshaun Porter entra, son entrée délibérée, ses yeux s'accrochant à ceux de Marcus dans une reconnaissance silencieuse. Les deux hommes échangèrent une salutation subtile et entendue, du genre que seuls les militaires professionnels partageaient. « Colonel Washington », dit Deshaun avec une révérence silencieuse,
le titre retentissant comme un coup de tonnerre dans la gare de la petite ville, dévoilant la dernière couche de l'identité cachée de Marcus. Le groupe de travail est réuni et attend votre briefing, monsieur. Et avec ces mots, tout le récit s'est inversé. L'homme qu'ils avaient tenté de piéger se révélait désormais être un officier militaire décoré, entouré du pouvoir fédéral, la position même qui le tenait désormais sous son commandement. Il s'autorisa un instant, un petit sourire mérité, non pas de vengeance, mais d'accomplissement professionnel, sachant que la mission avait été exécutée sans faille. Qu'aurais-tu fait à la place de Marcus? Auriez-vous gardé ce silence, ce calme inébranlable? Laissez un commentaire si vous auriez pu rester aussi silencieux que Marcus, ou un 2 si vous auriez pu parler sous pression. Et n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » si vous êtes impressionné par la patience stratégique de Marcus. Abonnez-vous pour voir plus d'histoires où la justice, contre toute attente, trouve sa voie. Les rôles ont changé. Mais qu'est-ce que ce groupe de travail dont Deshaun a parlé exactement? Et quelle est l'ampleur réelle de ce complot contre les vétérans noirs? Découvrons-le au fil de notre histoire. La salle de conférence du bureau régional du FBI présentait un contraste frappant avec la cellule de détention où Marcus avait passé la nuit précédente, son environnement professionnel et son atmosphère respectueuse soulignant le renversement dramatique de sa situation en l'espace de quelques heures seulement. Autour de la table raffinée étaient assis des représentants de plusieurs agences, leur attention fixée sur l'homme qu'ils reconnaissaient désormais comme étant le lieutenant-colonel Marcus Washington, ancien agent des forces spéciales à la retraite et actuel agent infiltré d'un groupe de travail conjoint enquêtant sur les violations des droits civiques contre les vétérans issus de minorités. La révélation de la véritable identité de Marcus l'avait fait passer du statut de victime potentielle à celui de personnage central d'une opération en préparation depuis près de 2 ans. Son entreprise de transport routier, bien que légitime, lui avait également servi de couverture idéale, lui permettant de surveiller un réseau inquiétant d'abus qui s'étendait bien au-delà de la petite ville de Riverview. Le réseau s'étend sur au moins 3 États, expliqua Marcus d'une voix posée tandis qu'il informait les enquêteurs. Derrière lui, des cartes numériques et des visualisations de données s'animaient, projetées sur un écran. Ce qui avait commencé comme des incidents apparemment aléatoires et isolés de harcèlement contre des chauffeurs commerciaux noirs s'est révélé être des tendances trop persistantes et statistiquement trop biaisées pour être imputées au hasard. L'analyse a révélé que dans certains couloirs, les chauffeurs issus de minorités, notamment les vétérans, étaient ciblés à des taux 8 à 12 fois supérieurs à ceux de leurs homologues blancs. Les données, initialement compilées par des groupes de défense des anciens combattants, avaient attiré l'attention sur cette tendance alarmante, suscitant l'intérêt du gouvernement fédéral. Pourtant, constituer un dossier solide s'est avéré extrêmement difficile. Les incidents étaient souvent isolés, répartis sur plusieurs juridictions, ce qui mettait les services locaux à l'abri de toute surveillance. De nombreuses victimes, après avoir subi des menaces ou des intimidations, ont choisi de ne pas porter plainte, surtout lorsqu'elles avaient affaire à des services comme Riverview, connus pour leurs méthodes autoritaires. Nous avons identifié 27 départements du Kentucky, du Tennessee et du Missouri qui présentent des tendances similaires, a ajouté Deshaun Porter, faisant avancer la présentation vers une nouvelle diapositive, celle qui affiche des groupes d'activités, surlignés en rouge sur la carte. Mais prouver la corrélation ne suffisait pas. Il fallait établir la coordination, la documenter de manière à ce qu'elle ne puisse être considérée comme une simple anecdote. La percée a eu lieu lorsque les enquêteurs ont découvert que le harcèlement ne relevait pas seulement du profilage racial ou de l'intimidation, mais qu'il s'inscrivait dans une opération criminelle plus vaste. Cette révélation a élevé l'enquête au rang de priorité fédérale, permettant le recours à des techniques d'enquête avancées. Des preuves ont commencé à apparaître, suggérant que des agents corrompus utilisaient les contrôles routiers comme couverture pour voler des cargaisons commerciales. Les conducteurs, isolés, vulnérables et souvent effrayés, étaient facilement intimidés. Les juridictions rurales offraient une surveillance minimale, ce qui en faisait des terrains propices à la corruption. Ce que ces services n'avaient pas prévu, a poursuivi Marcus, c'est que beaucoup des conducteurs qu'ils ciblaient avaient un passé militaire ou une formation qui les rendait plus observateurs, plus résilients et plus déterminés qu'ils ne l'espéraient. Les vétérans ont commencé à comparer leurs notes, à documenter les incidents et, finalement, à former un réseau local qui a évolué vers le groupe de travail actuel. L'opération de Riverview avait été minutieusement planifiée. Le camion de Marcus transportait non seulement du fret légitime, mais aussi du matériel de surveillance dissimulé qui enregistrait chaque détail du contrôle routier et de son arrestation. Les fournitures médicales figurant sur son manifeste étaient authentiques, mais aussi des dispositifs de localisation astucieusement dissimulés qui auraient permis de localiser la destination finale des biens volés,
permettant ainsi aux enquêteurs de retracer l'ensemble du réseau de distribution. Si les officiers corrompus avaient mis à exécution leur plan habituel, ils seraient tombés directement dans un piège. L'agent Sarah Callaway, enquêtrice principale du FBI sur l'affaire, a écouté le briefing. De nouvelles conclusions avaient été révélées quelques heures après l'intervention de Riverview. La jury comptabilité a révélé des schémas financiers suspects, a-t-elle déclaré, impliquant le chef Harper et plusieurs agents. Les dépôts effectués sur des comptes offshore correspondent précisément à la chronologie des contrôles routiers et des saisies de véhicules. Cette piste financière était le chaînon manquant, une preuve tangible et irréfutable qui transformait l'enquête, d'une affaire de violation des droits civiques à une affaire de crime organisé. Ainsi, la juridiction fédérale était assurée, et aucune influence locale ne pouvait interférer. Alors que la réunion se poursuivait, un jeune officier fut introduit. Son langage corporel nerveux, hésitant suggérait qu'il possédait un savoir considérable. Il travaillait au département de Riverview depuis moins d'1 an. Voici l'agent James Taylor, présenta l'agent Callaway. Il a contacté notre bureau il y a 2 mois pour nous faire part de ses inquiétudes concernant les pratiques du service, mais il n'était pas prêt à s'exprimer publiquement jusqu'à maintenant. Le récit de Taylor a révélé une culture de corruption soigneusement normalisée au fil du temps. Les nouvelles recrues comme lui étaient progressivement endoctrinées, commençant par de légères déviations procédurales, puis s'amplifiant jusqu'à la falsification de preuves et au vol pur et simple. Ils appelaient ça une taxe routière, a déclaré Taylor, incapable de regarder qui que ce soit dans les yeux. Il disait que c'était juste de l'écrémage auprès de ceux qui en avaient les moyens. Nous ciblions principalement les cargaisons de grande valeur et les chauffeurs qui semblaient incapables de riposter. Sa conscience l'avait finalement poussé à se manifester. Pourtant, la peur des représailles l'avait empêché de partager des informations exploitables, jusqu'à ce que le raid lui donne l'occasion de s'exprimer avec moins de risques. À mesure que les pièces du puzzle s'assemblaient, l'ampleur de l'opération était indéniable. Il ne s'agissait pas seulement de quelques policiers voyous ou d'une ville isolée, il s'agissait d'un système calculé et délibéré. Marcus n'était pas tombé dans le piège, il s'était porté volontaire. Son expérience militaire faisait de lui le candidat idéal pour une telle opération, entraîné à garder son calme sous la pression, capable d'exécuter une stratégie extrêmement complexe en silence, jusqu'au moment précis où il fallait agir. Le réseau des vétérans a commencé comme un système de soutien, expliqua Marcus en désignant l'écran, qui montrait maintenant la transformation de cette communauté informelle en une organisation sophistiquée. Juste des gars qui discutaient, échangeaient leurs impressions. Mais c'est devenu plus que ça. Les débuts informels du réseau étaient devenus une branche non officielle du groupe de travail, recueillant des renseignements à un niveau auquel les agences conventionnelles ne pouvaient pas accéder. La réunion fut interrompue par une présence soudaine et émouvante, une jeune femme en tenue professionnelle, essoufflée en entrant dans la pièce. Son regard se posa sur Marcus. « Papa » dit-elle en se précipitant vers lui et en l'entourant de ses bras. Le protocole a cédé la place, même brièvement, à un moment profondément humain. « Ma fille » dit Marcus, rayonnant de fierté. Docteur Ila Washington, médecin légiste du FBI. C'est elle qui a été la première à signaler les anomalies toxicologiques dans les cas de véhicules saisis dans cette région. L'élément personnel a ajouté une autre dimension à l'histoire qui se déroulait, il ne s'agissait pas seulement de devoirs, mais de famille, d'héritage, de justice à tous les niveaux. À mesure que la journée avançait, les événements s'accéléraient. Les preuves recueillies à Riverview ont déclenché des enquêtes plus vastes, longtemps bloquées par des lourdeurs administratives. La nouvelle du raid fédéral s'est rapidement répandue, d'abord par les forces de l'ordre, puis par les médias. L'affaire a déclenché un débat national. Les partisans des forces de l'ordre ont crié au scandale, dénonçant un excès de pouvoir du gouvernement fédéral. Les défenseurs des droits civiques, quant à eux, y ont vu une confirmation, attendue depuis longtemps, des préoccupations qu'ils exprimaient depuis des années. Mais la révélation la plus explosive est arrivée en fin d'après-midi. L'analyse des communications du chef Harper a révélé des messages cryptés le reliant directement à des groupes suprémacistes blancs connus. Ces messages décrivaient non seulement un vol, mais une mission idéologique, le ciblage délibéré des conducteurs issus de minorités, en particulier des vétérans, dans le cadre d'une campagne d'intimidation et de contrôle racial. Ce qui avait commencé comme une affaire de corruption portait désormais le poids sombre d'accusations de crimes de haine. Marcus, autrefois considéré comme une simple statistique dans un système injuste, se trouve désormais au centre d'une affaire qui pourrait marquer un tournant dans la lutte de la nation pour une justice égale. Son silence avait parlé plus fort que n'importe quel cri de ralliement. Sa patience,
sa discipline, sa volonté de tout risquer avaient transformé un contrôle routier en un fil conducteur qui a démêlé un empire de cruauté cachée. Le centre de commandement fédéral, temporairement installé dans un hôtel près de Riverview, bourdonnait d'activité. Analystes et agents travaillaient sur des flux incessants de données entrantes. Mais alors qu'ils commençaient à sentir les limites du contrôle, des alarmes retentirent sur plusieurs appareils. Les flux de surveillance en direct provenant de la station de Riverview jaillirent sur l'écran principal, zébrant la salle d'ombre bleutée. L'agent Benson, qui avait été relâché dans l'attente de son inculpation formelle, était de retour au poste. Bien qu'il eût rendu son arme de service comme l'exigeait la procédure, il portait à présent une arme à feu dissimulée sous sa veste, trahissant une intention que personne n'aurait voulu confirmer. Son comportement était instable, fébrile, empreint d'un danger contenu prêt à éclater. Avant même que les unités de confinement n'aient le temps d'intervenir, Benson fit irruption dans le poste, prit le répartiteur de la station en otage, puis se retrancha dans la salle des communications, verrouillant les accès. Sa voix, rauque et nerveuse, crépita bientôt sur les ondes du réseau radio interne. « Je veux que le chef Harper soit libéré, et que toutes les charges soient abandonnées. Je veux pouvoir quitter ce comté sain et sauf, ou bien ça va très mal tourner, très vite. » L'enquête, jusque-là méthodique et stratégique, venait de se transformer en crise ouverte. La collecte de preuves fut reléguée au second plan. Désormais, il s'agissait de sauver des vies. Marcus, qui consultait encore quelques dossiers avec Esha, se leva immédiatement, passant sans transition du rôle d'enquêteur à celui de stratège. Ses années dans les forces spéciales ne s'étaient jamais éloignées de lui. Elles ressurgissaient, entières, lucides, prêtes. Benson a été dans l'armée de l'air avant d'intégrer la police, rappela Marcus en revisitant mentalement son dossier personnel. Il a connu le déploiement en zone de guerre. Il connaît nos procédures d'intervention. Il anticipe. Il est entraîné. Ce simple constat modifia d'emblée la stratégie. Ce ne serait pas une négociation d'otages classique. Il fallait abandonner les scénarios conventionnels. L'expérience de Marcus dans les opérations psychologiques devint alors cruciale. Il ne cherche pas à s'en sortir vivant, estima Marcus en analysant les images diffusées en temps réel. Il veut faire passer un message, gagner du temps, permettre à d'autres de détruire des preuves ou de prendre la fuite. Il esquissa une stratégie inattendue, fondée non sur la force, mais sur la rupture mentale. Il fallait introduire dans l'esprit de Benson un décalage, créer une faille dans sa logique, l'obliger à envisager des chemins qu'il n'avait pas prévus, briser son récit intérieur. Les unités tactiques se rassemblaient déjà, encerclant discrètement le bâtiment, tandis que les négociateurs se mettaient en place, prêts à répondre à toute escalade. Mais alors que la tension atteignait son paroxysme, une nouvelle information vint bouleverser la dynamique de l'opération. L'officier Taylor, pâle et visiblement agité, s'approcha discrètement de Marcus, et lui souffla d'une voix pressée. Benson n'agit pas seul. Il fait diversion. Le vrai coup se prépare au dépôt de preuves. Reed et deux autres s'apprêtent à tout effacer. Tous les dossiers, toutes les pièces qui relient la brigade à ce réseau, ils vont les détruire. Ce fut un choc. L'équipe dut immédiatement se scinder en deux. Une première unité maintint l'encerclement de la station, prête à intervenir à la moindre menace. Une seconde se précipita en direction du centre de conservation des preuves, situé à quelques pâtés de maison à peine, là où l'intégralité des éléments saisis lors des contrôles routiers était conservée. Il fallait agir vite. Les secondes comptaient. Et dans ce moment suspendu, au milieu du chaos naissant, de la peur, des trahisons, et des vérités enfin mises à nu, Marcus Washington s'avança de nouveau. Droit, calme, déterminé, il redevint le soldat qu'il avait toujours été, renaissant au cœur d'une guerre obscure qu'il n'avait, au fond, jamais cessé de mener.